Pareil en Allemagne, on remarque que toutes les personnes qui sont liées à l'Allemagne nazie, aux nazis, sont aussi liées au sionisme. Le sionisme, c'est un programme de déjudaïsation. Il faut abandonner le judaïsme pour une autre religion si on est en Europe, ou pour la laïcité si on part en Israël. Donc je ne parle pas de l'État d'Israël actuel, je parle de l'État d'Israël dans le sionisme de Théodore Herzl. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est l'État d'Israël maintenant, qui est un État de droit international, etc. Il n'y a pas de problème avec moi sur l'État d'Israël. Je parle du sionisme en tant qu'idéologie. Et on s'aperçoit que ces gens-là, eh bien, ils se sont mis à commettre des massacres et que sionistes et nazis ont organisé ensemble la Shoah. On en a la preuve, c'est l'accord de transfert signé par la Banque de Londres qui appartient à la famille Rastapopoulos et l'Allemagne nazie. Et on rentre dans un programme d'extermination des Juifs et on valorise que les gens qui vont partir, qui sont sionistes, qui vont partir vers le monde anglo-saxon ou vers la Terre Sainte, et eux, on les laisse libres, et on les tue pas, mais ils se déjudaïsent. Et ils vont donner naissance à deux grosses monstruosités. La première monstruosité, elle naît en Europe, c'est tout le courant laïciste, scientiste, qui va donner, d'ailleurs, Jacob Frank, le franquisme, qui sera à la base de l'idéologie de l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un enfant de la déjudaïsation. Tous les grands dirigeants de l'Union soviétique, les 72 premiers dirigeants, sont des Kazakhs payés par la banque Rockefeller et la Standard Oil. Et l'autre monstruosité, c'est Hollywood. Hollywood, j'ai toujours dit, on a là un groupe de déjudéisés qui vont faire la promotion de la pédophilie, de la société marchande, de la destruction des valeurs sociales chrétiennes traditionnelles, et qui vont être l'instrument de la propagande de guerre du lobby militaro-industriel anglo-saxon. Donc, aucun problème avec les Ouïghours, les Khazars, les Turcs, les Mongols, et ça, quand ils pratiquent leur tradition, mais quand ils vont retourner à leur ethnicité cananéenne et à leur gène néandertalien, ça devient des pires des menteurs, des voleurs et des assassins immoncaconés. Des herbes folles qui envoient tout. Voilà, ça devient des herbes folles. Donc Jésus nous dit, il y a deux humanités. Il y a une humanité qui descend de Canaan, qui est maudite, totalement maudite, et la Bible est claire, Abraham est clair, il reçoit l'ordre, vous devez les exterminer, les hommes, et les femmes, vous devez garder que celles qui sont gentilles, pures et vierges. Les autres, zigouillez-les, même avec les enfants dans leur ventre. C'est monstrueux, mais c'est la Bible. La Bible, c'est mieux que Netflix, ça coûte beaucoup moins cher. La Bible, vous la recevez gratuitement, il n'y a rien à payer tous les mois. Juste, il faut faire l'effort de la lire. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, on s'aperçoit que ces gènes néandertaliens, s'ils ne s'expriment pas, ça ne pose pas de problème. Mais quand ils s'expriment, ça pose des problèmes. Et ils s'expriment dans plusieurs opportunités. Ils s'expriment lorsqu'il y a de la consanguinité. Ils s'expriment lorsqu'il y a l'usage de drogue. Et ils s'expriment quand il y a de la pollution électromagnétique. Et alors, l'usage des drogues, ça va nous intéresser pour les champs-pipis, les champs-pipis, les champignons. Donc, il semble que ces anomalies comportementales, cette sociopathie des Néandertaliens, se soient transmises à une catégorie d'êtres humains qui sont une genre de persistance, comme une persistance radio, une persistance rétinienne, d'une humanité qui n'existe plus. Et Jésus nous dit, il y a deux humanités. Les fils de Bélial, c'est ceux chez qui ces gènes-là dominent et sont exprimés, et une autre humanité qui est l'humanité normale actuelle. Alors, la prise de champignons, on l'a dit, elle peut être intéressante dans le cadre de la thérapie. Ouais, de la thérapie ou même de l'initiation. De l'initiation régulière dans une tribu traditionnelle qui a un cadre. Ou du traitement médical, par exemple, vous prenez prendre de la morphine, quand vous avez été gravement blessé, on va vous donner de la morphine. La reconstruction aussi au niveau neurophysiologique. Neurophysiologique, on peut prendre des substances, on peut dire psychédéliques. Psychédéliques, ouais. Psychotropes, il y a deux plantes de pouvoir qui existent dans toutes les sociétés traditionnelles depuis l'Égypte antique, c'est le cannabis et la psilocybine des champignons. Et la cocaïne. Et la cocaïne, ici en Amérique du Sud, la feuille de cocaïne. Mais il y en avait chez les Égyptiens, on en a trouvé dans la momie de Ramsès. Ouais. Donc le problème de ces personnes qui ont des gènes néandertaliens exprimés, c'est que si on leur donne des stupéfiants, ils vont retourner à l'ancestralité.
Et donc, c'est toujours un problème de revenir à son ancestralité. Lorsque vous avez des ancêtres qui étaient virtueux, ça ne pose pas de problème. Mais nous, on a eu un spécimen qui est retourné à son ancestralité. Il s'appelle Réré Bukuano. Et son père était capot dans un camp de concentration et il vient d'une famille de criminels. Donc quand on est descendu en bas pour le faire travailler sur ses traumatismes, il ne savait pas qui il était juste pédophile et incestueux, il avait fait du trafic de drogue pour l'armée, il avait tué des gens. Donc en thérapie, on a essayé de l'amener vers le haut, ça n'a pas marché, ça n'accrochait pas, il n'obéissait pas à ce qu'on lui demandait de faire, il n'était pas discipliné. Il était discipliné à l'armée, mais encore qu'il a des mots, il n'était pas bien noté au niveau discipline. Donc on a pris la décision de le faire descendre vers le bas pour investiguer ses constellations familiales, sa trame, ses circuits de conscience. Et là, on a fait sortir le diable de la boîte. Et donc il y a un certain nombre de personnes qui vont pouvoir prendre des psychotropes. Et ça va avoir un effet positif sur eux parce que ça va les reconnecter avec leur bonne ancestralité et reprendre le chemin loin de leur traumatisme. Mais il y a des personnes dont l'ancestralité est tellement mauvaise et tellement pourrie qui vont réactualiser l'intégralité des tendances néandertaliennes, sociopathiques, etc., etc. En règle générale, s'ils persistent dans la thérapie, ils continuent à suivre la thérapie, ils vont se libérer de ça, ils vont brûler tout ça et ils vont retrouver la lumière. Le problème, c'est quand ils veulent rester en bas. Quand ils n'acceptent pas en fait, de faire la sadhana jusqu'au bout. La sadhana, c'est quoi? C'est un terme indien, sanskrit, pour dire la purification de ses mémoires, du corps d'ancêtre. Voilà, donc la sadhana, c'est la discipline spirituelle, et à l'intérieur de la discipline spirituelle, vous allez avoir des événements qu'on appelle la tapasya. C'est le moment où ça brûle à l'intérieur. Là, vraiment, vous passez par un enfer intérieur. Ça peut être des postures de yoga spontanées, ça peut être des cauchemars, ça peut être des cris, des crises de nerfs, des crises de rage, des crises d'énervement. Vous allez vous taper la tête contre les murs. On voit souvent ça chez les fous. Vous allez passer par une période de folie pour vous libérer de la folie. L'essentiel, c'est de ne pas rester à la cave. C'est pour ça qu'il faut avoir un enseignant spirituel. Et on va donc enchaîner, grâce à Nicolas, qui a connu les deux, c'est-à-dire l'usage de substances... des drogues récréatives. Voilà, de tout, il a pris de tout. Ouais, de tout en free party. Et ensuite, il est rentré dans un cheminement spirituel dans l'hindouisme, et puis après il a fait un cheminement spirituel dans le soufisme, puis avec moi dans le bouddhisme, et il est retourné dans l'islam, dans le soufisme, bien qu'il reste avec nous en tant que lama bouddhiste, mais il est aussi musulman. Tout simplement parce qu'il a fait les deux expériences. L'expérience récréative, alors moi c'est une expérience que je n'ai pas faite, voilà, et l'expérience thérapeutique. Et dans l'expérience thérapeutique, tu peux faire un petit distinguo entre les deux. Ouais. Parler de ta première expérience, par exemple. Força da natureza, olha quanta beleza que há em ti, que há em ti. Força, fé, foco, visão, estratégia, esperança e determinação. Resistimos, resistindo. Ó nós aqui, tipo até o Timurim, mas nós não vamos sucumbir, não ao marco temporal. PL 490, grana é bom e vocês gostam, mas natureza lamenta. Um direito, um de esquerda, deixa os passarinhos sem asa. Nós continuamos aqui, dentro da mata, dentro de casa. Vidas indígenas importam, meu levante é pela terra. Nós estamos na batalha, queremos vencer a guerra. No Ante, Apuangue, no Ante, força, Apuangue, esperança, Tiri, é a força e a razão, força da natureza, é pela terra, olha quanta beleza, é pelo futuro aí, que há em ti, que há em ti.
KF, Isaac na voz. É desse jeito. Resistir para existir. Alors, le récréatif, comment on y va souvent, c'est à partir de... C'est au collège, vers 15-16 ans, souvent tous ceux que j'ai rencontrés qui ont commencé les récréatifs, c'était une forme de pression sociale à l'école, où il y a une espèce de compétition entre les élèves pour faire des expériences. À la connerie. À la connerie, voilà. Et j'ai appris bien plus tard dans les recherches que ces rites initiatiques existent dans les tribus traditionnelles, peut-être que chez les Patachos ici, et que ce sont des rites de passage pour grandir d'un âge à un autre au niveau psychique. Voilà. L'adolescent, il a besoin de se confronter à des interdits, il a besoin de dépasser des limites pour se trouver son individualité, se confronter aux règles sociales, il a besoin de se prouver sa propre valeur virile, et puis grâce à ce passage initiatique, généralement, il est ritualisé dans les sociétés, parce qu'on ne laisse pas les gens faire du freeride, ni du hors-piste. Tout ça, c'est canalisé dans des rites initiatiques, des parcours initiatiques. Ensuite, l'adolescent, il va se trouver comme adulte. Or, en Occident, c'est pas parce qu'on est rationnel qu'on n'a pas besoin de ces rites initiatiques, donc on va les faire de manière un peu sauvage, en fait. Ça se fait, oui, d'une façon inconsciemment sauvage. Qu'est-ce qu'on fait? On marche en haut des murs, on va piquer des trucs au supermarché. Ouais, voilà, il y en a qui vont faire des graphes en ville à pas d'heure pour pas se faire choper par la police. Il y en a qui font du trafic comme ça de rue parce qu'il y a quelque chose d'adrénaline, d'excitant. Il y en a qui vont caillasser des bagnoles de flics. Aussi, ouais, par révolte sur le côté oppressif. Les symboles de l'auto. Ouais, voilà, tout ce qui est... Patriarcal. Patriarcal, du patriarche. Patriarche. Et ma propre expérience a été cette révolte un peu d'ailleurs contre le patriarche. Ça m'a emmené à l'hôpital à 17 ans. Ça fait des connes. De prendre des substances pour faire des expériences psychédéliques. On récupère tous les cassos. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de cadre traditionnel comme un thérapeute ou un chaman de Mongolie ou un pagé ici en Amérique du Sud. Il arrive que quand on ouvre les portes de la perception, il y a des choses qui se passent. Il y a même des corps subtils qui pénètrent notre être. Des entités, dans le terme traditionnel. Et qui emmènent à l'autodestruction ou à la folie de perdre pied, d'être bloqué entre deux réalités. Et c'est ce qui s'est passé dans mon Et donc expérience. on se trouve ou en hôpital psychiatrique ou désocialisé. Et puis là, souvent, on ne va pas avoir le choix, c'est la police ou l'armée. Ouais, c'est ça. Parce qu'on n'est pas adaptable dans le système de production économique. Alors là, on a le choix, c'est la police ou l'armée. Et donc là, on va avoir une camisole qui a un uniforme, en fait, on va se faire uniformiser. C'est ça, ouais. Et à l'intérieur, ça continue comment là? Parce que moi, j'ai pas connu ça. Ouais. J'ai pas connu ça. Je n'ai jamais fait l'armée, ils n'ont pas voulu tout voir. Ils m'ont déclaré trop intelligent. Et c'est vrai. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a ce principe qu'on appelle ce principe spirituel qui grandit en nous quand on est jeune, quand on a une bonne hygiène de vie, une bonne famille traditionnelle. Il y a une lumière dans le cœur qui se développe. Quand on commence à prendre des substances, souvent c'est que cette lumière, on n'est pas prêt à bien la guider. Et ça crée un oppressement, une forme d'angoisse. C'est noir. Et il y a de la lumière au fond du tunnel. Alors, je ne parle pas de ma propre expérience, mais souvent les étudiants m'ont dit quand ils étaient sous l'effet de psychotropes, ils voyaient de la lumière au bout du tunnel, mais souvent ils voyaient des ombres danser autour d'eux, et quelquefois ils faisaient des bad trips, des mauvais voyages. C'est ça, des bad trips, voire des insectes, des fois monter sur le corps, des choses très hallucinogènes qui font rentrer dans les peurs en fait. Et ces peurs sont liées, ce que j'ai compris dans ce travail thérapeutique, c'est qu'il n'y a pas de structure traditionnelle qui apporte une lumière de connaissance du Saint-Esprit dans la tradition chrétienne, qui protège de ces mondes des enfers et qui nous fait rentrer dans le monde des peurs en profondeur en fait. C'est pour ça que souvent chez les toxicomanes, au début ils ont des chouettes expériences, ils distillent, puis après ils font des bad trips, après ils développent de la paranoïa. Ouais. C'est un truc que tu as vécu.
Ouais, j'ai vécu au début des expériences comme ça où le cœur battait fort, je sentais mon corps physique, mon corps subtil se développer. Et très vite, il y a une forme dès qu'il y a un moment de stress, on va commencer à prendre de la drogue pour gérer ces énergies, ces formes de stress dans le corps. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à vivre sa vie émotionnelle, on est obligé de prendre des drogues pour supporter les émotions des autres, c'est ça? En règle générale, c'est ce que j'ai vu. Souvent, on regardait une vidéo là, avec un zinzin dans la contre-initiation psychanalytique et il disait n'embrassez plus les gens, n'ayez plus de vie émotionnelle avec les autres. Et ça, c'est un comportement toxicomane qui fait un bad trip. Normalement, la vie sociale, c'est petit Nicolas, je t'aime bien. Ouais. Moi, je suis très touche-touche avec tout le monde. Il faut faire attention parce qu'il y a toujours des tordus pour suivre, pour faire de l'argent, mais c'est important. Tout le temps, je vous dis, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est important de donner de l'amour et de l'attention. L'être humain, vous regardez dans les tribus de singes, dans les tribus d'indigènes aussi, dans les tribus d'humains traditionnels, tout le monde s'occupe de tout le monde. On est toujours attentif aux autres, et ça, on se donne de l'amour. À partir du moment où on devient rigide, enfermé dans une espèce de cuirasse musculaire et émotionnelle, c'est qu'il y a un problème. Or, la psychanalyse, elle nous dit n'exprimez pas vos émotions, confrontez-vous à vos peurs. Enfin, prendre des neuroleptiques, neuroleptiques. Comme les drogues qu'on a à l'extérieur, mais en fait, il n'y a pas de. Ce qui se passe dans la personne qui va utiliser les drogues, il s'enferme dans une camisole psychique. Alors, il y a la camisole psychique chimique du système, mais il y a la camisole chimique qui se fait avec les plantes naturelles. Donc, ça peut être des anxiolytiques naturels, soit du cannabis, ça peut être aussi des plantes relaxantes, hein. On peut être accro à cette forme de substance. En Hollande, c'est comme ça. C'est-à-dire, soit vous avez un médecin qui va vous prescrire des psycholeptiques hallucinatoires et toutes sortes de médicaments de l'industrie chimique. Par contre, pour toutes les drogues naturelles, eh bien, vous êtes autoprescripteur, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme drogue. Or, il y a des gens qui arrivent à bien gérer leur vie en prenant des drogues modérément. Ça, c'est une béquille qui leur permet, comme un antidépresseur, de gérer leur vie. Ils ont besoin de fumer un pétard. On sait que ça soigne aussi le cancer et d'autres maladies. Ça soigne des troubles du comportement aussi. Le cannabis, il a un effet thérapeutique. Ça dépend de la quantité de substances actives à l'intérieur. C'est la THC. Ouais, la tétrahydrocannabinol, apparemment, on a des capteurs. Les capteurs les plus réceptifs sur le corps en niveau de drogue externe sont des neurotransmetteurs qui acceptent très bien la molécule du tétrahydrocannabinol. Okay. Donc il y a un usage médicinal. Alors il y a aussi un usage initiatique. Dans le bouddhisme tibétain, on a des drogues initiatiques, on utilise le vin, les alcools, etc. Souvent il y a des gens... Il y a un idiot qui est allé à la police en disant Tréfinguis, c'est un faux lama, il boit de la bière et il mange de la viande. Il manque de peau pour lui. Il n'y a pas un lama au Tibet qui ne boit pas de la bière et qui ne mange pas de la viande. Mais bon, c'est pas grave. Quand on veut plus de son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut plus de sa femme, on dit qu'elle est stérile. Des fois, elle est stérile et elle n'a pas dit. Voilà. Et voilà. Donc, dans ce contexte-là, il y a un certain nombre de substances qui sont utilisées dans le cadre thérapeutique et dans le cadre des expériences initiatiques, qui sont les champignons. Or, la forte consommation et réitérée de champignons, eh bien, elle peut avoir une incidence très forte. Et je vous ai donné l'exemple de Lénine. C'est-à-dire que si on regarde le comportement de Lénine et le comportement de l'amanite Tumouche, eh bien, on s'aperçoit qu'il s'est comporté comme une amanite Tumouche. C'est-à-dire qu'il s'est mis en place un système génocidaire où il considérait que les chrétiens étaient des mouches qu'il devait tuer. Il était obsédé par tout ce qui deviendra les technologies de la bombe. Et il a développé le Parti communiste comme on développe un mycélium toxique à l'intérieur de la société chrétienne russe jusqu'à ce que la société de la croix en bois ait été complètement rongée par le mycélium bolchevique et qu'on en arrive à un génocide des chrétiens et à une déchristianisation de l'Union soviétique qui a pris tous les mauvais côtés du marxisme qui est devenu le marxisme-léninisme et qui avec Staline est devenu une économie d'extermination, de camps de concentration et de régulation de la société par la terreur paranoïaque des communistes contre le peuple. Qu'est-ce que tu avais à nous dire sur les champignons ? Alors les champignons, on les trouve à différentes formes.
Alors, il y a les champignons de Paris, hein, qu'on trouve dans les Il y a des champignons qu'on a au pied. champignons au pied, les mycoses. Les champignons qu'on trouve aussi sur l'ergot de seigle, dans le pain, les céréales qu'on mange. C'est le LSD. Et le LSD 21 qui est transformé 21 fois à partir de l'ergot de seigle, du seigle, hein, de l'ancêtre du blé moderne, industriel. Donc le blé avait un ancêtre qui s'appelait le seigle, et le seigle avait un parasite, un champignon. Un champignon qui s'appelle l'ergot. Ouais. L'ergot, et à partir de l'ergot, on peut synthétiser une substance qui s'appelle le LSD, c'est ça? Voilà. Et qui donne quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur... par exemple, à Pont-Saint-Esprit, ils ont été drogués par la seigle au LSD. Ouais. Donc il y a des personnes qui ont fait des battues, qui ont tué leur femme, c'est ça? Le boulanger a tué sa femme. C'est la femme du boulanger, de Marcel Pagnol. Alors, la pomponnette Voilà, ben, la pomponnette, elle y est passée. Ouais. Albert Hoffman, quand il a découvert le LSD en faisant ses manipulations chimiques, s'en est versé une goutte sur la main par erreur et pendant 3 jours, il a vécu son délire psychédélique. Et il était sorti nu en vélo dans la ville. Il s'était enfermé après chez lui totalement paranoïaque parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il vivait. Donc quand on voit des gens qui se promènent à poil, il faut leur faire un test de LSD. Ouais, ou leur faire un lavement pour les refaire descendre sur Terre, ça marche bien aussi. Un lavement anal. Ouais, c'est ce qui marche bien. Ça Quand il y a le délire. s'appelle la tchoutchouka. Ouais. Ouais, bon, on va parler d'autre chose. Trépingui, ça finit toujours dans l'histoire de trucs du cul. Ah, c'est vrai. Souvent. Il y a les mycorhizes dans les intestins. Il y a les mycorhizes dans les intestins, dit-il. Voilà. Donc, Je sais pas ce que c'est, mais je vais pas te faire savoir. C'est Bah, quoi les mycorhizes dans les intestins? C'est des champignons dans les intestins. en fait, quand on mange beaucoup de céréales et quand on a beaucoup de feu intestinal, ça peut être par les effets psychotroniques d'ailleurs, on développe un champignon qui s'appelle le Candida albicans. Et comme on peut voir un champignon qui colonise une fourmi pour la diriger vers un lieu où elle n'avait pas forcément envie d'y aller, Ah ouais, on va vous raconter l'histoire de la fourmi champignon. ouais. Et apparemment les humains seraient peut-être aussi un peu dirigés par ces champignons dans cette flore intestinale, hein, ce règne végétal, qui manipulerait le psychisme du haut. T'as pris un champignon, quoi. Alors, le petit champignon, je vais vous expliquer l'histoire de la fourmi champignon. Alors, les fourmis, dans la jungle tropicale d'Indonésie, quand elles vont de branche en branche, il se passe rien. Elles font oh, comme Tarzan, tout se passe bien, c'est des fourmis Tarzan. Par contre, quand elles tombent au sol, elles vont se contaminer avec un spore d'un champignon. Et ce champignon va rentrer à l'intérieur de la fourmi, il va prendre le contrôle du système neurologique de la fourmi. Ils vont sortir, le champignon sort l'âme de la fourmi, et c'est le champignon qui va contrôler la fourmi, et il va la pousser, il va se développer complètement à l'intérieur d'elle-même. À un moment, il va pousser la fourmi à une certaine heure de se mettre sur une feuille à un certain endroit. La fourmi va émettre un certain produit chimique en réaction au soleil, et là, il y a une espèce de grande... La fourmi va mourir parce qu'il y a une grande asperge comme ça qui va pousser à la base de la nuque de la fourmi et qui va vampiriser, que le champignon, la fourmi va mourir, le champignon va s'alimenter d'elle et il va lâcher ses spores partout et il va contaminer d'autres fourmis. Mais c'est le seul exemple qu'on connaît où un champignon prend le contrôle d'un corps. Et donc l'idée, c'était qu'en réalité, à force de manger des champignons et des amanites tue-mouches, eh bien Staline était devenu non pas la femme au chocolat, mais l'homme champignon. Merci. C'est ça. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont beaucoup de gènes néandertaliens qui en réalité continuent à être pollués par l'esprit du champignon. Et ça a l'air délirant, mais il semble que tout comme normalement la Kundalini doit monter, elle doit passer à travers notre corps et se développer autour de nous pour nous connecter avec le cosmos sous la forme d'un champignon. Eh bien, lorsqu'on fait un contre-éveil du Kundalini, qu'on se laisse influencer par son ancestralité négative, la sexualité, l'ego, qu'on veut diriger le monde, faire un gouvernement mondial, eh bien, on va développer un champignon, mais à l'extérieur. Et ce champignon à l'extérieur,
sa finalité, c'est la bombe atomique. Alors vous savez que sur un terrain qui est détruit par les radiations, la première chose qui pousse avant tout, c'est les champignons. Ce qui voudrait dire que les gens qui nous dirigent veulent arriver à une guerre atomique tout simplement parce qu'ils sont dirigés par l'esprit ou l'âme de l'anamite Tumouche. Et que derrière la gouvernance mondiale qui voudrait tuer tous les humains, c'est la fameuse publicité pousse-mousse, un on pouffe, deux ça mousse, pousse-mousse c'est bien plus marrant pour zigouiller les humains. Eh bien en réalité, ils sont pollués par l'esprit de l'anamite Tumouche. Ils veulent tuer des gens comme on tue les mouches et finir tout ça dans un énorme panache rouge qui serait eh bien, le panache de la fin des temps, du soleil couchant où tout serait détruit. On est dirigé par des néandertaliens contrôlés par des amanites Tumouche. Chaman Khazar. Des chamans khazars. Et je rappelle que Lénine venait de Géorgie, comme eh bien, Staline, et qui venait de famille de chamans géorgiens. Staline avait la plus grosse bibliothèque de livres de magie noire et d'occultisme au monde, et il avait des rapports sexuels avec sa fille. Il s'est enrichi, c'était la plus grosse fortune de l'Union soviétique, et il a envoyé des millions de gens dans les camps de concentration. En réalité, quand on a laissé rentrer Réré, on a laissé rentrer un champignon. Merci beaucoup. C'est sidérant. À très bientôt, j'espère que ça vous a intéressé. On vous mettra les références en dessous. Alors, vous avez une émission très intéressante sur YouTube qui a été faite par une jeune russe qui est très marrante, qui s'appelle Lénine était-il un champignon et une onde radio. Vous avez aussi une référence, on va donner la référence d'un livre qu'on a déjà mis en PDF sur le groupe PsyVax, Psychotronique et Vaccination. Donc sur WhatsApp, vous pouvez vous y inscrire au plus 55 21 97 967 93 77. Nicolas l'écrira en dessous au montage, c'est lui qui fait le montage, j'ai plus d'ordinateur, c'est en réparation. Donc, eh bien, vous aurez toutes les références dessous. Je vous assure qu'on fait les cons, parce que d'abord on vous parle des faits, ensuite on fait les cons, évidemment, mais ensuite eh bien, on va vous parler des solutions, et les solutions, j'en ai une en main. C'est ce que les indigènes appellent le grand protecteur du système pneumogastrique, ça s'appelle le râpé. Vous croyez que tout était râpé pour vous? Eh bien non, voici la solution, et pour s'amuser, elle s'appelle en plus râpé. C'est pas bien. Super. Au revoir, monsieur Nicolas. Au revoir. Portez-vous bien. Merci. Ciao.